Alors, la science politique, d'où ça vient au juste? Comment est-ce qu'elle est née, cette discipline qui essaye de décrypter le pouvoir, nos sociétés, nos conflits? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter le temps. Et là, on ne va pas remonter de quelques années, mais bien jusqu'à l'origine du grand séisme qui a tout changé. En fait, tout commence avec cette question. Une question qui devient carrément obsédante à la fin du 19e siècle. Le monde est en train de changer à une vitesse folle et toutes les vieilles manières de voir le monde, elles ne marchent plus. Ça pose un défi immense aux penseurs de l'époque. Comment on fait pour donner un sens à ce nouveau chaos? Et la réponse, attention, on ne va pas la trouver bien au chaud dans une bibliothèque. Non, elle est au cœur de transformations tellement profondes, tellement radicales, qu'elles ont tout simplement forcé les gens à inventer de nouvelles façons de se comprendre. Ok, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on peut voir les choses en deux étapes. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les conditions générales, celles qui ont permis à toutes les sciences sociales d'émerger, la sociologie, l'anthropologie et bien sûr la science politique. Et ensuite, on verra qu'il y a des conditions un peu plus spécifiques qui lui donneront sa propre identité. Et pour cet éclairage, on va se concentrer justement sur ce socle, sur les fondations. Parce que, et c'est vraiment le point le plus important, sans ça, aucune science de la société n'aurait pu exister. C'est le terreau commun sur lequel tout le reste a pu germer. Allez, on commence. Première condition, et là c'est un vrai tremblement de terre. La révolution industrielle. Et attention, on ne parle pas juste de machines à vapeur et de cheminées. C'est un monde entier qui bascule, qui devient presque méconnaissable et qui du coup exige de tout nouveaux outils pour être compris. S'il fallait mettre une date sur tout ça, ce serait autour de 1870. C'est vraiment le moment où la vague déferle sur tout. Le mouvement ouvrier commence à s'organiser, il devient une vraie force politique. Les villes, elles, explosent. Et puis on voit apparaître les premiers gratte-ciel qui déchirent le ciel, des symboles un peu vertigineux d'une modernité qui est à la fois triomphante et un peu inquiétante. Il faut s'imaginer le truc. Du jour au lendemain, ou presque, les chercheurs voient apparaître sous leurs yeux des objets d'étude complètement fous et fascinants. Les grandes villes surpeuplées, la condition de la classe ouvrière, la puissance des syndicats. Bref, les conséquences sont dingues et elles sont partout. Le temps et l'espace se contractent, les frontières s'ouvrent, la société devient un immense laboratoire à ciel ouvert. Le monde matériel a donc changé. Mais en même temps, il y a une autre révolution qui se joue. Une révolution plus silencieuse, idéologique. Et pour la première fois, l'individu sort de l'ombre du groupe pour devenir une figure centrale. C'est ce qu'on appelle l'individualisme, qui monte en puissance. Une idée qui nous paraît peut-être évidente aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était incroyablement nouvelle. C'est l'idée que chaque personne, avec ses droits, ses libertés, est le cœur de la société. C'est fini l'époque où la valeur d'une personne, c'était juste sa famille, son village ou sa corporation. Et là, pour la science, c'est un tournant radical. Parce que si l'individu compte en tant que tel, alors on peut, et même on doit, l'étudier pour ce qu'il est. Ses motivations, ses choix, ses angoisses, tout ça devient un champ de recherche totalement légitime. L'individu devient une unité d'analyse. Bon, récapitulons. On a de nouveaux trucs à étudier. La ville, les classes sociales et un nouveau sujet, l'individu. Ok, mais la grande question c'est comment on fait? Avec quelle méthode on analyse tout ce bazar? C'est ça la troisième condition, cette quête passionnante d'une méthode scientifique pour comprendre le chaos apparent des sociétés humaines. Au départ, les premiers penseurs, comme le sociologue français Émile Durkheim, ils ont une idée qui paraît logique. On va piquer la méthode des sciences dures. C'est le déterminisme. L'idée que, comme en physique, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Sauf qu'un être humain, ce n'est pas une boule de billard, et cette approche montre vite ses limites. Et c'est là qu'arrive un penseur allemand, Max Weber, qui va proposer une vraie révolution, la méthode compréhensive. L'objectif, ce n'est plus juste d'observer de l'extérieur, mais c'est de comprendre de l'intérieur le sens que les gens donnent à leurs propres actions. Et ça, c'est un tournant absolument majeur. On n'est plus dans une simple imitation des sciences de la nature. Avec la méthode de Weber, la sociologie et les sciences sociales en général trouvent enfin leur propre voie, leur propre méthode, leur propre légitimité scientifique. Alors, on a le quoi étudier, le qui étudier et le comment. Il ne manque plus qu'une chose, la dernière pièce du puzzle, le où. Où est-ce que ce savoir peut être produit, débattu, transmis? Et la réponse, c'est l'université. Elle va se transformer en une sorte d'usine à savoir. Le premier truc qui change, c'est un véritable raz-de-marée humain. On assiste à une augmentation massive, exponentielle du nombre de profs et d'étudiants. L'université, qui avant était réservée à une toute petite élite, eh bien elle s'ouvre, elle se démocratise, elle change complètement d'échelle. Et cette croissance folle, elle a des conséquences très concrètes. On voit apparaître de nouvelles spécialités, de nouvelles chaires, la production de livres, de revues scientifiques, elle explose littéralement. En gros, l'université moderne, avec ses profs qui produisent du savoir et ses étudiants qui le consomment, eh bien elle crée l'infrastructure nécessaire pour que les sciences sociales puissent enfin naître et grandir.
Et tout ça, toutes ces conditions réunies, ça nous amène à une idée vraiment centrale qui est parfaitement résumée ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un phénomène politique, que ce soit une élection, une révolte, une loi, n'est jamais hors sol. Non, il est toujours enraciné dans le social. Et c'est pour ça que la science politique ne pouvait pas apparaître avant qu'on ait les outils pour comprendre la société dans son ensemble. Donc, pour faire simple, on a le choc de la révolution industrielle, l'arrivée de l'individu sur le devant de la scène, l'invention d'une méthode scientifique propre et la transformation de l'université. C'est la combinaison de ces 4 forces qui a créé le terreau parfait sur lequel les sciences sociales ont pu enfin éclore. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on regarde les bouleversements d'aujourd'hui, la révolution numérique, la crise écologique, quelles nouvelles disciplines, quelles nouvelles sciences sont peut-être en train de naître là, sous nos yeux? C'est une réflexion passionnante. Merci d'avoir suivi.